sollicité pour... voilà, c'est maintenant que ça enregistre. On est sollicité quand on se réunit, on a un mandat. Et ce mandat repose sur aussi le fait qu'il faut qu'on soit en toute transparence. Donc c'est nous qui devons être en toute transparence. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas arriver ici et poser certaines questions qui ne sont pas dans le mandat. Voilà, théoriquement. D'accord, mais de toute façon, on joue le jeu. Ça sert à tout ça. Et en même temps, ça sert à quelque chose que moi, je trouve très intéressant. C'est que tous les gilets jaunes qui ont envie de voir ce qui s'est passé avec un élu peuvent aller le voir. Et à ce moment-là, on est presque dans comment dire, une éducation populaire, entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, on est sur qu'est-ce que c'est la démocratie, où sont ses limites, qu'est-ce qu'on peut échanger avec un élu, voilà, ça sert aussi à ça. Et je trouve qu'à ce niveau-là, c'est très intéressant. Et gilets jaunes ou pas gilets jaunes, j'ai envie de rajouter, parce que tes vidéos, elles sont sur Internet, tout le monde peut les trouver, quoi. Voilà. C'est pas destiné que aux gens. Et vous dialoguez avec d'autres élus comme ça? Bien sûr. Donc on a vu Monsieur Brun plusieurs fois. On a vu Monsieur Solignac. On a vu Monsieur Huguetto. Voilà. À chaque fois, on a fait des vidéos pour les autres, pas avec vous, mais avec les autres. C'est le deal. Voilà. Alors bon, en fait, le mandat, il est sur ça. Puisque vous êtes un élu de proximité. Donc celui qui peut nous protéger, quelque part, puisque c'est vrai que dans les élus de la République, il y a ceux qui vont être mandatés pour les lois, etc., c'est-à-dire les députés qui vont avoir un rôle beaucoup plus, lointain quelque part, en même temps que, évidemment, qu'ils soient de proximité et qu'ils sachent ce qui se passe sur le territoire, c'est bien intéressant, bien sûr. Mais c'est vrai que l'élu de proximité, le plus important pour les gens en direct, c'est le maire. Donc c'est le maire qui fait société avec les gens avec qui on partage le quotidien. En même temps, vous êtes grand électeur, donc grand électeur des sénateurs, par exemple. Et c'est vrai qu'on a des menaces à peine voilées sur les sénateurs, de la part de La République En Marche. Je ne sais pas comment vous l'avez entendu, mais... Je pense aussi qu'il y a certains gilets jaunes qui demandent la suppression du Sénat aussi. Alors, il semblerait qu'il y en ait. Non, mais... Oui, mais ça représente peut-être 3% des gilets jaunes. Seulement, par exemple, là aussi, c'est une mascarade quelque part. C'est-à-dire qu'on va chercher les informations qui intéressent certains pour discréditer le mouvement, et c'est ça qu'on met en avant. Moi, je peux vous garantir que l'immense majorité des gilets jaunes ne sont pas du tout là-dessus. Jamais évoqué. Jamais. J'ai jamais entendu ce sujet. Mais sur... il est vrai qu'après l'affaire Benalla, on s'aperçoit que... Oui, voilà. C'est ce que j'allais dire. Peut-être qu'au début du mouvement, il y avait une certaine méconnaissance du rôle du Sénat. Oui. On a un peu quelques clichés, le vieux sénateur qui ronfle dans son coin, là. Voilà. Alors qu'en fait, qu'on s'aperçoit que c'est quand même une structure, c'est un garde-fou. Absolument. Et le Sénat, c'est vraiment l'expression des territoires, même si le mode de scrutin et de désignation est un peu particulier. Et justement, parce que c'est les grands électeurs, ce sont les élus du territoire, les sénateurs. Oui, absolument. Voilà. Et c'est bien, en tant qu'élu du territoire, que je pense que Macron, d'une certaine façon, le remet en question, puisque lui, il n'est pas à la limite pour qu'il y ait une importance sur les territoires. C'est bien ce qu'il a fait comme l'attitude qu'il a eue avec les maires, même si c'est le président de la République et que, évidemment, on ne peut pas remettre en question son rôle, n'empêche qu'avec les maires, je trouve que ça a été quand même sacrément sinueux, sa façon de faire. Il a mis du temps à comprendre l'intérêt du rôle du maire. Dans la République. Mais c'est quand même choquant. Et son importance au niveau de la proximité avec la population, en fait. Voilà. Parce que bon, premier qu'on va le voir, vous l'avez dit, c'est le maire. Oui, bien sûr. Et puis c'est... un maire, il est élu... alors là, je vais parler des partis, mais il n'est pas élu seulement... Sur le fait qu'il appartient à un parti, c'est aussi une personne qui est élue, parce que c'est quelqu'un de proximité qu'on connaît, à qui on peut faire confiance, et ça marche en dehors de... Si vous voulez, moi, sur l'aspect technique, qui était mon premier rôle, et qui est toujours un de mes rôles à la mairie, dis-moi, une route, elle est ni de droite, ni de gauche, ni du centre. Bon, faut faire en sorte qu'elle puisse y être circulable, c'est tout. Oui, c'est ça. Alors après, c'est vrai que vous appartenez à un parti. Non, je n'appartiens plus à un parti. Vous n'appartenez depuis plusieurs années. Bon, d'accord. Donc voilà. Mais je pense que vous avez des collègues une sensibilité qui est connue. Voilà, tous une sensibilité. Entre autres, on a vu Monsieur Wauquiez avec vous il y a quelques temps. C'est vrai que
voilà, les partis qui ne sont pas les partis de La République En Marche, me semble-t-il, peuvent être interviewés sur les dérives qu'il peut y avoir de cette République actuelle, parce que moi je trouve qu'il y a des dérives, justement, sur ce qu'on était en train de dire tout à l'heure sur les médias, par exemple. D'accord. Que ce soit bien clair, hein. Un, je ne suis pas en quartier, Oui. même si je l'étais longtemps, mais je ne le suis plus. Deux, je ne suis pas le porte-parole d'un parti non plus. Hein. Oui, et je pense que le maire, sur une commune comme Aubenas, donc une commune de la taille d'Aubenas, il n'est pas là pour faire de la politique pure et politicienne. Hein. On est le maire de tous les habitants. On essaye de l'être en tout cas. Voilà. Et les projets concernent tout le monde. Hein. Et dernière casquette, donc, par rapport à l'Association des maires de France, c'est vrai que je pense que là, c'est d'une certaine façon un corps intermédiaire dans lequel on peut faire remonter des informations. Et c'est vrai que bon, ce qu'on vous propose là, donc un petit quart d'heure avec plusieurs vidéos, c'est parce que nous, il y a des choses qui nous semblent pas normales sur le fait qu'il y a des informations qui nous semblent pour le moins filtrées, carrément des fois absentes. Et c'est pas normal, et donc c'est de ça dont on veut vous parler aujourd'hui. Bon, bah allons-y, on regarde. Donc c'est une première petite vidéo qui s'est passée à Avignon samedi dernier. Honteux, scandaleux. Expliquez-moi un petit peu, pardon. Honteux et scandaleux. C'est-à-dire D'être enfermé, obligé d'être enfermé dans un magasin pour se mettre à l'abri, obligé d'être sortir un par un, de se faire fouiller 4 fois de fouille aujourd'hui, scandaleux. Et la gérante ne voulait pas que... Mais si, elle n'avait pas le choix, elle nous a laissé rentrer, mais elle est obligée d'ouvrir après. Elle a ouvert parce qu'elle nous dit qu'elle a aussi des enfants. C'est une honte, on dirait des nazis. Non, des nazis. Tous parqués au fond, en ligne, hein, et puis fouillés avec nos pièces d'identité, mais c'est un scandale. C'est pas la France, c'est pas la France, c'est pas notre pays. Sous le régime de Vichy. Exactement, c'est un scandale, on a été fouillés 4 fois, on a été gazés, on a été... Nassés dans le magasin. C'est une honte. Scandaleux, c'est un scandale. Un scandale. Mais c'est un scandale. Piégé dans un magasin, on peut pas la gérante a appelé pour savoir ce qu'on devait faire. Merci à la dame qui a appelé. On ne peut pas ne pas se révolter avec ce qui se passe en France. On ne peut pas laisser faire. C'est pas possible. J'espère que les Français vont se réveiller parce qu'il se passe, c'est un vrai scandale. Commandant, vous pouvez m'expliquer ce que vous avez fait? Non. Non? Vous ne voulez pas? Allez. Pardon? Tirez avec votre appareil là. Ah, vous tapez sur la presse? Vous avez le droit? Qui vous? Je suis la presse. Ben et alors? C'est marqué où c'est la presse? J'ai pas sur moi. Ah bon, c'est tout? Vous voulez montrer les cartes? Oui? Allez, circulez. Je vous montre. Non, ça circule pas. Voilà. Alors je ne sais pas si vous entendiez bien si vous entendiez bien tout le dialogue. Non, pas assez. Si, on l'a entendu, oui. Comme il faut. Ouais. Si. Alors ça c'est une première vidéo, mais en fait il y en a plusieurs autres. Pas isolé quoi. C'est même. Ça c'est la même. Elle avait changé de place. Voilà. Donc là c'est dans les rues d'Avignon.
À genoux. À genoux et les mains sur la tête. Allez, viens, fair play. Là, donc, la plupart du temps, ce sont des gilets jaunes qui sont avec un portable, mais c'est pas que des gilets jaunes. Pas Parce que. que Moi, j'étais à Avignon samedi dernier. On est vendredi, ça va faire une semaine. J'ai encore du mal à en parler sans que les larmes me montent. Je suis une femme, je suis maman, je suis responsable, je suis citoyenne et je me devais d'aller manifester parce que oui, aujourd'hui, je trouve qu'il y a des choses vraiment qui partent à la dérive. Je vous assure que ce que j'ai vu vendredi dernier, je pense que ça me marquera à tout jamais. J'ai vu une violence de la part des forces de l'ordre, mais une violence sur des gens pacifiques. Et je l'ai vu de mes propres yeux et je ne vois pas quel intérêt j'aurais à vous mentir aujourd'hui dans mon témoignage. C'est juste pas possible. Les premiers rangs des gens qui se sont fait nasser sur la place de l'Horloge à Avignon, intramuros, où on était déjà fait comme dans une souricière, hein, parce qu'ils étaient un nombre incalculable. C'était essentiellement des femmes et des retraités sur les premiers rangs. Ils se sont fait matraquer comme des pestiférés, comme des rats, alors que c'était des gens qui étaient là, qui chantaient, qui à un moment donné ont fait un sitting. Il n'y a pas plus pacifique quand même comme manière de manifester que d'être assis, de faire un sitting, et qui se sont fait serrer. Et nous on était derrière. Les CRS nous proposaient de rentrer à l'intérieur tout en sachant ce qu'il allait arriver. Et puis quand le commandant il a dit go, les matraques elles ont volé dans tous les sens. Et c'était des femmes et des retraités qui étaient sur les premiers rangs. Et c'est pas possible, monsieur, de se faire matraquer comme ça, juste parce que vous êtes là pour dénoncer aujourd'hui des vraies injustices qui sont réelles, qui ne sont pas des chimères. C'est des injustices qui empêchent un grand nombre de gens de vivre aujourd'hui. Et pour ça, aujourd'hui, vous vous faites matraquer de la sorte, c'est pas possible. Derrière, quand on est sorti de ces remparts, parce que c'était une vraie souricière et que c'était pas possible d'y rester, parce que c'est vraiment aller au casse-pipe, on s'est fait gazer dans tous les sens, juste pour le seul motif d'être là, monsieur. Aujourd'hui, alors oui, cette manifestation, après avoir été déclarée, le préfet a demandé à ce qu'elle soit interdite. Vous avez vu hier le Conseil constitutionnel qui censure cet article de la loi anti-casseurs et qui supprime l'article qui permet au préfet d'interdire les manifestations. C'est pas possible. C'est une atteinte à la liberté qui est juste inconcevable. Et vraiment, mais vraiment, samedi, on a matraqué des gens pacifiques. Alors, je vous cache pas, oui, derrière, il y a des gens qui, quelque part, ont le courage de prendre ce qu'ils vont pouvoir trouver pour balancer, pour que tous ces mamans, tous ces retraités, ils aient le temps de partir. C'est des gens courageux, ceux qui envoient des pavés aujourd'hui à cette violence qui démarre de ce côté-là, je vous assure. Mais... Moi, je suis rentrée et il m'a fallu bien 72 heures vraiment pour réussir un peu à souffler. Quand je vous en parle aujourd'hui, ça me monte. C'est des images de guerre. Des images de guerre sur juste des gens qui ont faim. Et des gens qui, à force de creuser l'information, se rendent compte qu'il y a vraiment un problème, quoi. Et une grande manipulation de toutes parts. Et on ne pourra plus fermer les yeux. Donc oui, on continue à manifester et on continue à montrer qu'on est là parce qu'on ne pourra plus jamais fermer les yeux sur toutes ces injustices qui se passent. Mais je vous assure que c'est moche ce qui se passe en France aujourd'hui. On ne répond pas à son peuple de cette manière-là. Il n'y a aucune réponse politique depuis 4 mois. C'est de la répression, de la répression, de la répression pour étouffer, pour faire peur aux gens. Parce que c'est clair, hein, sur les gens d'Ardèche qui ont été à Avignon samedi dernier, il y a des gens qui ont eu tellement peur
qui hésiteront fortement à y retourner. Et pourtant, c'est des gens qui ont envie de gagner cette bataille qu'on essaye de mener. Mais ils ont eu peur samedi. J'ai eu peur. À un moment donné, on était dans une ruelle. Je cherchais la maison où j'allais pouvoir sauter pour me cacher. Moi, je ne suis pas violente. Moi, je voudrais que les choses, elles bougent dans la non-violence. Mais je vous assure que la réponse qu'on a aujourd'hui en face, c'est extrêmement violent. Mais après... Et tout ça, on le cache. Ou alors, on coupe un petit bout. La seule vidéo qui sort sur BFM TV d'Avignon, c'est sur cette fameuse place de l'horloge, quand il nasse, et que ces femmes, ces retraités qui sont à l'intérieur, ils sentent qu'ils vont tomber à terre. Bah oui, il y a un moment de bousculade parce qu'ils essayent de sortir. Et BFM, ils vous montrent que ce passage-là. Ils vous montrent pas la minute d'avant où ils sont juste en train de chanter gaiement, où ils sont assis et où on voit que c'est des gens pacifiques. Non, on vous montre juste là, c'est quelques dizaines de secondes qui montrent de la bousculade, qui vont du coup justifier ces coups de matraque qu'on voit voler. Mais il n'y a rien qui justifie ce qui s'est passé à Avignon samedi, je vous l'assure. Et aujourd'hui, pour moi, c'est pas possible de concevoir que les gens ils continuent à fermer les yeux là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, en plus des injustices qu'on dénonce depuis le début du mouvement, on est aussi obligé de s'attaquer aujourd'hui à cette répression. C'est presque une dictature décomplexée, ce qu'on est en train de vivre. Honnêtement, on fonce dedans. Et j'aimerais tellement que les gens ils ouvrent les yeux à ce niveau-là. Mais on fait tout pour que ça ne soit pas fait. On ne montre rien, on censure. Oui. Cette violence, elle est là. Mais après, moi, l'interrogation que j'ai, comme ça, bon, après, enfin, le contexte, là, vous l'évoquez, après, bon, si les gens sont assis calmement, machin, bon, c'est sûr que c'est quelque part choquant. Hein, bon, moi, la question que je me pose, c'est de dire, bon, finalement, est-ce que ces manifestations, par rapport, je ne sais pas ce qui sortira, je suis comme vous, du grand débat, bon, est-ce que demain, c'est parce qu'il y a ces manifestations, parce qu'il y a ces... Enfin, je dirais, ce que vous évoquez, bon, ça va changer quelque chose dans les propositions qui seront faites ou qui ne seront pas faites, je ne sais pas. Bon, parce que finalement, on voit aussi, quand on discute comme ça, on discute ensemble, on discute avec d'autres personnes, disant, mais ok, bon, il y a un certain nombre de gens qui se battent contre les injustices, qui sont actifs, j'allais dire, sur le sujet. Il y en a beaucoup qui disent, bon, ben c'est bon, maintenant, c'est bon, les gilets jaunes, on a vu, qu'est-ce qu'on va sortir de plus, etc. Il y a quand même, je dirais, dans la société, moi, il me semble, en discutant comme ça, c'est pas, je livre pas un avis personnel, j'entends bien, mais on a aussi de se dire, bon, ben maintenant, ouf, on pourra arrêter 20 samedis, tous les samedis, c'est un peu... Alors après... On est bien d'accord, mais vous savez, je pense que si dès le démarrage, notre président de la République, il avait eu une autre réponse à nous donner, on n'en serait peut-être pas à 20 samedis de manifestation où effectivement ça monte de plus en plus fort, ça monte de plus en plus haut. Et nous aussi, on est les premiers à avoir peur, parce qu'on est en première ligne. Demain, honnêtement, à tout moment, on peut tomber pour... Voilà, juste pour être gilet jaune aujourd'hui. Il faut être honnête quand même. Mais après, ce que j'entendais là... On ne peut plus fermer les yeux. Vous évoquiez le Conseil constitutionnel, j'entendais ce matin, on est en voiture là, donc en disant que le président, donc lui-même était sceptique sur cet article, c'est pour ça qu'il l'a collé au Conseil constitutionnel. Oui. Bon, après, c'est peut-être une explication par rapport à une situation, il vaut mieux dire, bon, bah... Moi, je dirais le contraire, c'est pour le faire valider, parce qu'il espérait que ça passe quand même, quoi, peut-être. Non, mais il aurait pu pas le proposer. Oui, dans les deux sens. C'est lui qui semble, tel que les commentateurs l'évoquaient, c'est lui qui a demandé à ce que le Conseil constitutionnel se prononce. C'est juste. Voilà, donc... Mais... pour le faire valider au besoin. Ouais, je ne sais pas. Ouais. On ne sait pas. Vous savez, alors nous, on va peut-être plus, du coup, comme on est en plein dedans, on va gratter l'info en permanence. Et je pense qu'on voit beaucoup plus de choses que le citoyen lambda qui va juste regarder les médias. Certainement. Mais honnêtement, quand on voit aujourd'hui, toutes ces privatisations qui sont en train de se faire dans tous les sens, on est en train de vendre toutes les richesses de la France. Il est en train de vendre tout ce qui fonctionne, tout ce qui rapporte en France, il est en train de le vendre. Et ça, pourquoi ? Pour qui ? Parce que si vous grattez un peu plus ces infos... Donnez-moi des exemples, s'il vous plaît.
L'autoroute, les autoroutes. C'est Alors, pas les Macron, ça autoroutes, c'est fait depuis ça longtemps. fait 15 ans que c'est vendu. L'aéroport mais bon, l'aéroport de Paris, dans la exemple, nuit, c'est en question. dans la nuit du vendredi au samedi, juste avant ce fameux acte où le Fouquet s'il a brûlé, ils étaient une vingtaine de députés, 24 ou 26, sur combien normalement au total, pour voter la privatisation des aéroports, d'Engie, de la Française des Jeux, pour revoir les minima sociaux, pour replafonner là au niveau du gaz, alors j'ai plus les termes exacts, on est quand même là à 2 doigts de privatiser nos domaines de forêt. Lundi, on nous annonce sur le journal de France 2, puis un peu partout après, que peut-être on va privatiser les nationales parce que l'État il a plus de quoi financer l'entretien. On va où? Mais ouvrons les yeux et regardons un peu plus loin. N'oubliez pas que lundi c'est le 1er avril. Ouais, mais non, mais la privatisation des nationales, c'était exactement ça. Ça sort pas non plus sombrer dans le... Ça sort sur le Parisien. Et les autres répondent qu'ils vont mettre des péages pour payer les travaux. Et puis cette misère sociale, elle existe. Sur l'impôt sur les nationales, bon, pourquoi pas. Mais tout le reste, par contre, c'était pas le 1er avril. C'était le 15 mars au soir. Donc voilà, il y a quand même quelque chose qui est vraiment très très bizarre. Et pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que, bah oui, samedi après samedi, il y en a marre, quoi. Moi, j'entends que vous disiez ça. Vous pensez qu'on n'aurait pas envie d'autre chose, nous aussi? Voilà, nous, on aimerait bien que ça s'arrête aussi. Mais en face, on n'est pas entendu. Comment on fait? Et à l'heure actuelle, malgré tout ce que vous dites, et ce que j'entends complètement, moi aussi, à un moment donné, j'en ai marre, et je me dis, on a autre chose à faire. On est quand même soutenu à plus de 60%. Vous allez voir sur ce que je disais tout à l'heure, vous tapez sondage sur le grand débat, vous allez voir aussi une enquête du Huffington Post, et vous allez voir qu'il y a plus de 60% de gens qui continuent à soutenir le mouvement des Gilets jaunes. C'est quand même... Et ça, personne ne vous le dit, pas BFM, etc. Par contre, il faut aller voir de la presse internationale. Je pense pas que le Huffington Post soit à remettre en question par rapport à sa lucidité. Enfin, je sais pas. Bon, voilà. Et donc, moi, je trouve qu'on est en train de vivre quelque chose qui est une dérive. Moi, je trouve qu'il y a une dérive de la démocratie. Mais c'est un peu de ça dont on voulait parler aujourd'hui. Mais pas que de ça. Oui. Je vous propose qu'on finisse de regarder un peu, parce qu'il y a une vidéo qui va un peu être éclairante peut-être à la fin sur justement pourquoi ces violences-là. Et nous, au départ, nous on se posait la question pourquoi, à quoi ça. T'as poussé le bébé, un serflex là, un serflex. Tes mains sur la tête. Un serflex, là, c'est pareil, vous circulez. Allez, vous avez la carte pro. Elle est sur le bras normalement, vous circulez, allez. Sur le bras normalement. Transparente, allez. Calme, monsieur. C'est bon. Ben, fais la route. Le premier jeune homme par terre à genoux, voilà, il y a des choses. Pourquoi il lui a mis un coup de matraque là? Il a foncé la gueule pour rien. Ça va? Médic. Je vais pas arrêter, ils sont là loin là-haut. Voilà, bravo. Médic. Gratuit. J'ai là, il y en a un qui s'est fait matraquer. Ouais, lui. Oh, c'est bon. La blague. Viens voir. Enlève ta main. Mais ils sont cons, quoi. Disait Virginie à l'instant, quand les gens se font masser à Avignon. C'est ces femmes que, quand je ferme les yeux, je les vois encore se prendre des coups de matraque. Depuis samedi dernier. Parce que nous, on est juste derrière. Mais si on bouge le petit doigt, on se fait attraper par tous ceux qui sont derrière nous.
Mais c'est que les gens peuvent pas reculer ou ils sont... Ils sont entourés. Ils ne peuvent pas partir. C'est sûr qu'ils passent de l'horloge, c'est un piège. Hein. Entre-temps, moi j'ai vu le début d'une autre vidéo, mais je me suis dit que j'allais pas vous passer tout, où les policiers sont là en disant première sommation. Alors, les gens regardent et disent mais on peut pas partir. Deuxième sommation. Ils sont là, ils ne peuvent pas partir. Ça va pas Castagny, quoi. Vous savez, une vidéo, ça parle pas. Moi, ces images, je vous assure, je les ai vues, je crois que je les oublierai jamais. Quand je ferme les yeux, je vois une de ces femmes au sol hurler. C'est pas possible. Alors donc voilà, bon, ça c'est pour l'aspect des manifestants. D'accord, mais il n'y a pas que les manifestants, habitants d'Avignon. Voilà, je leur ai signalé que j'avais un souci de santé, que j'avais un traitement à prendre, si je pouvais rentrer et sortir, on m'a dit oui. Rue Thiers. Mais tout simplement, vous habitez là? Non mais attendez, il y a un peu plus d'une demi-heure. Oui mais maintenant on habite ici, voilà. Notre maison, on n'a pas bougé en une demi-heure. Vous doutez bien que je peux pas attendre jusqu'à 20h en me disant que si j'ai un malaise, les pompiers vont venir me récupérer. Voilà, je le sais très bien, je travaille à l'hôpital, donc je le sais que les pompiers vont venir me récupérer. Mais est-ce que c'est une solution ça? Voilà. Oui. Voilà. À quel niveau on est protégé, nous? On n'a rien à voir là-dedans. Donc à quel niveau on est protégé? Voilà, qu'on nous fouille, je suis d'accord, qu'on nous palpe, je suis d'accord, mais qu'on nous laisse rentrer chez nous, quoi. Voilà. Et si j'avais un enfant en bas âge chez moi, vous faites comment? Vous appelez les pompiers aussi pour aller le récupérer? Oui. Voilà, ben, c'est super. Voilà, bravo. Je voulais rentrer chez moi pour prendre les médicaments. Je vais faire comment, monsieur? Patienter. Par rapport à quoi? Je voulais savoir par rapport à quoi? Par rapport au barrage ferme que vous avez devant vous. Mais il y a les gens qui font des descentes là-bas, il faut aller chercher là-bas. Mais pas nous. Là, pour l'instant, on n'est pas là pour la justice. On n'est pas les gilets jaunes, les gilets jaunes, les gens qui voulaient aller chez eux, que vous interdisez, c'est pas normal, mais c'est pas normal. Hein? Je vous dis que je ne sens pas bien. Normalement, je ne sens pas bien. Ça va Chablais, vous allez ramasser. Partez, on va attaquer. Vous allez attaquer quoi là? Vous allez voir. Mais on va pas rentrer chez nous. On peut rentrer chez nous. Mais j'ai des enfants tout seuls là-bas, enfants. Je travaille juste là-bas. Non, mais c'est pas la peine, il y a des gens qui on ne peut pas rentrer chez nous. Pour l'instant, on ne peut pas rentrer. Eh ben, on peut nous laisser là. Restez pas là, messieurs, restez pas là. Ah non, c'est pas des sympathisants, on vraiment pas d'ailleurs. Moi j'ai le gamin tout seul à l'intérieur, la merde. Mais non, mais je vais voir si vous êtes fous. Vous nous empêchez de rentrer chez nous. Pensez à tout le monde. Pour vous. Arrêtez d'extrapoler, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous, on vous dit. Vous avez bien entendu que ça grenadait là-bas. Bon, là, c'est complètement hallucinant. Il y a un cortège qui arrive de là-bas, violent. Derrière moi, on est à l'entrée de la rue de la République. Ils empêchent les personnes âgées de rentrer chez eux pour n'importe quel motif depuis 1 heure. Maintenant, on leur dit, on va dégager parce qu'on va charger. J'ai jamais vu ça. Ils reçoivent des ordres illégaux, ils exécutent des ordres illégaux, ils n'ont même pas leur numéro de matricule. Ça devient complètement fou. J'ai fait depuis 5 mois des manifestations de Paris, de Marseille, de toute la région. C'est la première fois que je vois ça. Eh bien, moi, je suivais un groupe de manifestants dans le quartier. Et derrière, les policiers coursaient. Bon, j'ai levé les mains en l'air pour bien me faire voir avec le mot presse bien derrière. J'avais le casque, j'étais tout équipé. Et ils m'ont chargé, les policiers m'ont fait un grand croche-patte, fourré par terre, lève-toi, relève, de la presse, pas de la presse. Ils m'ont pris le sac, ils ont fouillé le sac en croyant que j'avais du matos. Et puis ils m'ont relâché ensuite, voilà, en me disant qu'il ne fallait pas courir. Mais bon, il faut savoir qu'ils avaient la matraque en l'air face à moi. Hein. Voilà. Pas courir, c'est compliqué. Voilà. Alors, une dernière vidéo qui, d'une certaine façon, explique beaucoup de choses. Enfin, moi, je trouve. Bonjour Marion, Bonjour. Merci d'être sur le plateau du Média. Vous venez de Bretagne, vous êtes coiffeuse à domicile, vous êtes la mère de 4 enfants de 18, 16, 13 et 2 ans et demi.
Vous êtes gilet jaune et vous avez été violemment interpellé samedi 16 mars sur les Champs-Élysées. Vous avez passé 24 heures de garde à vue dans des conditions vraiment déplorables. Avant de rentrer plus en détail dans ce qui vous est arrivé, depuis quand êtes-vous gilet jaune ? Depuis le début du mouvement, depuis le 17 novembre, concrètement. Après, je pense qu'on l'est tous plus ou moins depuis quelques années, en sachant qu'on a beau travailler pour payer nos factures, arrive un moment, voilà, on ne voit pas l'issue. Donc, Alors, le 16 mars, l'acte 18, l'appel, c'était tous à Paris. Vous y étiez, comme des milliers de gilets jaunes. Et vers 17h, vous vous trouvez au 75 avenue des Champs-Élysées. Et là, vous êtes violemment interpellé, comme on peut le voir sur ces images. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus en détail ce qui s'est passé pour vous à ce moment-là ? En fait, je marchais sur le trottoir, j'avais pas de gilet jaune, j'étais pas armée, je présentais aucun danger pour qui que ce soit. Et j'ai été violemment projetée par les forces de l'ordre avec un bouclier. Donc j'ai été mise à terre et de là, ils m'ont interpellée en fait. Ils m'ont sauté dessus, ils m'ont interpellée. Alors combien de temps est-ce que ça a duré ? Parce qu'il y a beaucoup d'images qui ont circulé de cette interpellation qui a duré une vingtaine de minutes. Donc pendant, assez musclé. Voilà, pendant 20 minutes, ils essayent de vous interpeller. Vous ne savez pas pour quel motif ? Non. Donc finalement, ils arrivent évidemment à vous interpeller, autant qu'ils sont. Vous êtes menotté sur les Champs-Élysées. Et là, combien de temps vous attendez à peu près ? 1h30. Et vous êtes avec d'autres personnes ? La première heure, je suis toute seule en fait au milieu du cordon des forces de l'ordre. Et donc dans les jets de projectiles, de lacrymo et tout ce qui s'ensuit, donc aucunement protégée. Pendant cette heure-là, en fait, j'ai essayé de comprendre ce qui m'arrivait et je ne me suis pas forcément laissée faire au niveau de la parole, en tous les cas. J'ai été insultée, humiliée et à chaque fois que je rétorquais, en fait, ils prenaient ma capuche, ils m'étouffaient et ils m'ont étranglée à plusieurs reprises. On peut le voir sur des photos, effectivement. Ouais. Quand vous dites insulter, qu'est-ce qu'ils vous ont pas donné d'informations sur pourquoi ils vous arrêtaient ? Non, aucunement. Et est-ce qu'ils vous voyaient, vous tutoyez ? Oui, tout le temps le tutoiement. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit concrètement ? À plusieurs reprises, en fait, j'ai été insultée de connasse, de pute, qu'il fallait que je reste à faire la vaisselle chez moi. Et voilà, mais ça a duré, c'était indéfiniment, quoi. Donc là, après vous avoir menotté, ils vous emmènent au commissariat du 5e arrondissement. Ouais. Et là, alors, les policiers n'arrivent pas à vous enlever vos menottes. Non. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi ? En fait, il n'y a pas de clé. Personne n'a la clé. Donc, tout le monde s'interroge, savoir déjà qui m'a mis les menottes. Et, Parce que la vidéo... C'est standard, les menottes, toutes les clés sont interchangeables. Ah non, mais écoutez, alors, pourquoi les clés ne correspondaient pas aux menottes. Et donc, à la suite de ça... ils ont regardé qui m'avait interpellée en fait et qui m'avait menottée. Et c'était un gendarme apparemment. Et donc ils ont décidé de m'emmener à la gendarmerie du 5e pour pouvoir trouver des clés. Donc on est monté dans le véhicule de police avec 2 officiers de police du 5e. Et sur la route, en fait, ils ont reçu, dans la voiture, ils ont reçu un appel du commissariat du 5e en disant que le gendarme en question, en fait, était arrivé au commissariat. Donc nous voilà repartis au commissariat. Et quand on est arrivé au commissariat, en fait, c'était une fausse information. Il n'y avait personne, en fait, qui était arrivé. Donc on a encore attendu. Ils ont essayé... avec une épingle à nourrice, les ouvrir. Chaque personne qui arrivait essayait avec leur clé, en fait. Mais bon, ça correspondait absolument pas. Et donc, à la suite de ça, ils ont décidé de m'emmener au Sénat.
Et du coup, donc nous voilà repartis, enfin entre-temps, je leur ai dit que à force de toucher les menottes que j'avais dans le dos, quand même, que ça commençait vraiment à serrer et que ça me faisait mal. Vous étiez comme ça, j'étais menottée dans le dos, complètement, ouais. Et donc là, il y avait déjà plus d'1 heure qui était passée à l'arrivée du commissariat. Et donc, ils ont pris la décision, avec une pince Monseigneur, de couper en fait la chaîne qu'il y avait entre les menottes pour que je puisse au moins avoir les mains libres et sur l'avant, quoi. Et de là, donc, on est reparti avec le véhicule de police en direction du Sénat. Et arrivé au Sénat, en fait, le gendarme a cru que c'était moi qui avais cassé les menottes. Donc, j'ai encore pris ça sur le ton de la plaisanterie parce que, bon, j'étais pas dans mon meilleur élément, on va dire. Et de là, donc, sa collègue lui a expliqué ce qui s'était passé, plus ou moins. Et en regardant les menottes, il a vu qu'il y avait des initiales en fait marquées dessus et donc il en a déduit que les menottes n'étaient pas conformes ni homologuées. Donc que la personne qui m'avait menottée s'était déjà servi de ces menottes et en avait racheté d'autres en fait sans les déclarer. Donc il n'y avait pas de clé. Donc là, vous êtes menotté depuis plusieurs heures et les policiers décident de vous couper littéralement les menottes. Au retour du commissariat, ouais, il n'y avait pas le choix, quoi. Donc ils m'ont coupé avec la pince Monseigneur, ils m'ont coupé les menottes. Alors là, vous avez le bon réflexe, malgré ce qui est en train de vous arriver. Vous filmez la scène. Oui. Comment est-ce qu'ils réagissent, les policiers ? En fait, eux ont commencé à filmer. Donc, parce que sur ma vidéo, on voit que la deuxième menotte. En fait, la première menotte, ils avaient déjà commencé, eux, à filmer. Et puis, ils trouvaient ça drôle, quoi. Ils sont tous avec marrés. Avec leur téléphone ? Ouais, avec leur téléphone, ouais. Ils sont tous marrés, ils ont trouvé ça drôle. Et du coup, j'ai dit, je vais prendre mon téléphone, vu que j'ai toujours mon téléphone en ma possession. Et donc, ils n'étaient pas d'accord que je filme. Donc, quand ils ont fini par me délivrer en fait, de ces menottes, ils m'ont demandé d'effacer la vidéo. Donc, ce que j'ai fait. Et en fait, dans mon téléphone, j'avais une corbeille. Donc, la vidéo, j'ai pu la récupérer. Mais sans le savoir, quoi. Je ne savais pas que j'avais une corbeille. Mais du coup... vous êtes seule, vous sortez du commissariat du 5e arrondissement. Comment est-ce que vous vous sentez ? Très mal. Perdue. Et vous appelez vos amis avec qui vous étiez en manifestation et vous découvrez, des amis qui viennent de Saint-Brieuc et de Lannion, qu'ils vous ont attendu tout ce temps, qu'ils sont restés à Paris et ils viennent vous chercher. Pardon. Pas de souci. Je vous ai donné un mot, je sais pas. Vous voulez que j'aille en rechercher un ? Non. Je ressors dans les bras, contente, heureuse de voir des êtres humains, des vrais, dignes de ce nom, quoi. Donc là, vous prenez la route, vous rentrez. Et comment vous vous sentez, puisqu'on imagine que... Épuisée. Épuisée, avec des émotions complètement confondues, en fait, et complètement perdues, quoi. Et vos enfants, je ne sais pas si vous voulez en parler, ils vous ont demandé... ce qui s'est passé, vous leur avez raconté ? C'est compliqué pour eux. C'est compliqué parce qu'ils savent que je prends des risques et ils ont peur pour moi. Donc forcément, quand on voit tout ce qui se passe, ça peut faire peur. Ouais. Alors aujourd'hui, est-ce que vous retournez manifester ? Non. Vous avez peur ? Oui. Finalement, est-ce que vous pensez que c'était l'objectif de votre interpellation ? Je pense, oui. Et vous êtes toujours gilet jaune ? Toujours. Malgré ce qui s'est passé. On suivra votre affaire au mois d'avril. Merci d'être venu nous expliquer ce qui vous est arrivé. Ce qui arrive aussi à beaucoup de femmes gilets jaunes qui sont interpellées sans motif apparent. Je vous remercie encore d'être venu et on vous souhaite beaucoup de courage. Et je voudrais rappeler qu'il y a encore beaucoup de gilets jaunes qui sont actuellement derrière les barreaux. Et vous pouvez signer la pétition que le média a lancée pour l'amnistie des gilets jaunes sur amnestiegj.fr pour demander l'amnistie de tous les gilets jaunes interpellés, arrêtés, souvent sans véritable motif. Merci Marion d'être venue, je vous souhaite un bon retour. Merci et beaucoup de courage. Merci.
14 ans qui s'est fait renverser à Nice, et puis soi-disant elle était tombée toute seule, quoi, presque. On pouvait se poser la question. Puis finalement, bon, c'est bien un policier qui l'a fait tomber, mais c'est pas en chargeant. C'est un accident personnel du policier. Enfin, non. Il y a effectivement une tentative d'intimidation, et donc on peut se poser la question si on a toujours le droit de manifester en France. Et en tout cas, cette charge extrêmement violente par rapport à des gens qui, à un moment donné, posent des questions sur la République, moi, je trouve que c'est de plus en plus légitime. Ouais, après la question, moi, que je me pose, par exemple, les manifestations pour le climat, il ne s'est rien passé. Elles ont été hyper soft. Mais on pourrait presque penser, il y a des mauvaises langues qui disent ça, mais on pourrait presque penser que M. Macron viendrait devant en disant « Ouais, il faut manifester contre cette histoire de climat, il est d'accord qu'on manifeste contre lui. Il fera rien. Donc ils ont des actes différents. Je trouve que c'est très bien que les gens se mobilisent pour le climat. Et en même temps, c'est vrai que dans les manifestations qu'il peut y avoir de Gilets jaunes, très souvent, il y a des pancartes. Fin du mois, fin du monde, c'est le même combat. C'est-à-dire que quelque part, on a l'impression que nos élus, je ne parle pas de nos élus de proximité, ne sont plus en responsabilité, ne se rendent pas compte de où on va. Là. On a l'impression que tout est pour le CAC 40, qu'on ne protège plus les gens, que voilà, c'est plus des gardiens de la paix qu'on a, c'est des forces de l'ordre, par exemple. Et c'est vrai que là, il y a quelque chose quand même. Voilà. Cette violence, on ne peut plus la nier. Elle est vraiment là, quoi. Et alors, les souvenirs, c'est comme ce Et c'est la seule réponse qu'on nous donne depuis 4 mois et demi. Et donc on creuse, nous, pour savoir pourquoi c'est la seule réponse qu'on nous donne depuis 4 mois et demi. Mais c'est parce que, oui, au 17 novembre, tout le monde est sorti dans la rue pour dénoncer cette hausse de l'essence qui était... Mais en fait, aujourd'hui, il faut être clair. On dénonce un système entier où le seul maître, c'est l'argent. Et pour l'argent, on est capable d'écraser des millions de gens, quoi. Et parce qu'aujourd'hui, on pointe ça du doigt et que ça apparaît de plus en plus clairement, oui, le gouvernement veut nous écrabouiller et nous faire peur, comme cette femme, elle peut exprimer. Et nous, on ne fermera plus les yeux, c'est pas possible, quoi. Je dirais que tous les mouvements de grève qui ont duré, malheureusement, ça s'est toujours un peu fini de manière un peu difficile. Enfin, difficile par la violence. Vous prenez des mouvements de grève, il y a eu Michelin, il y a eu des gros trucs, je dirais, à l'époque, avant 68. Hein. Ouais. Bon, où il y a eu, je dirais, c'était des batailles rangées aussi, hein, entre des ouvriers et la police. Hein. Bon, moi, on me l'a raconté, je ne l'ai pas vécu, hein, mais bon... mai 68, à partir du moment où il y a une certaine ampleur, etc., on rentre dans des schémas qui deviennent des schémas qui ne sont pas ordinaires, quoi. Ça s'est stoppé parce que les gens ont eu, à un moment donné, une réponse, et une réponse qui était cohérente avec leurs attentes. Aujourd'hui, on ne nous donne aucune réponse, et... Mais après, la seule chose qu'on essaye de faire, c'est de faire peur, de pointer là où ça fait mal, parce qu'il y a ces histoires d'amende de 135 € qui tombent pour des gens qui sont en train de manifester parce qu'ils ont déjà plus assez pour manger jusqu'à la fin du mois. C'est facile, hein, de faire rentrer une personne comme ça chez elle, vite fait, bien fait, parce que 1-2 amendes à 135 €, vous allez vous engouffrer encore un peu plus dans l'enfer et la tourmente de l'argent. Vous allez rentrer chez vous. Et c'est une certaine violence. Aujourd'hui, il y a quand même des analyses qui tombent sur ces fameux gaz lacrymogènes qu'on se prend en pleine tête à longueur de temps. Vous avez des traces de cyanure, ça commence à être dénoncé par des groupements de médecins. Parce que oui, on nous envoie quand même des choses là pas belles sur la tête. C'est pas concevable de pouvoir faire comme si ça n'existait pas, ça, aujourd'hui. Et jamais une réponse politique pour désenflammer, pour essayer de rentrer dans un dialogue. Non. Mais la réponse, alors je ne sais pas laquelle elle sera, hein, c'est sûr, personnellement, je trouve que, je trouve qu'elle est tardive,
loin d'être, je dirais, c'est deuxième problème, moi, qui m'interpelle, c'est que, bon, endurant, il y a une masse de choses, disons, et plus ça dure, plus il y a des éléments qui s'agrègent à ce qu'étaient les éléments d'origine. Et je me dis, mais putain, mais bon, est-ce que n'importe quelle réponse, enfin, ou une réponse en tout cas, bon, forcément, elle satisfera jamais. Elle sera... Parce qu'aujourd'hui, on est sur une masse de choses. Il y aurait pu y avoir une première réponse déjà, par exemple, sur une baisse de la TVA pour les produits, les produits de première nécessité, par exemple. Ça aurait pu être possible. Et si ça avait été, je veux dire, dans le calendrier, si ça s'était arrivé, je sais pas moi, après 4 semaines, non, mais par exemple, j'entends bien. Ça déminait la chose. J'entends bien. Il y a une fin de non-recevoir. Je ne sais pas si c'est une fin de non-recevoir ou d'accumulation, parce qu'on est rentré dans un processus extrêmement long, qui peut aussi avoir d'autres connotations, je dirais, que les européennes, ou peu importe. Oui. Et qui fait que, je dirais, on a cette espèce de situation de statu quo qui perdure. Bon, quand elle perdure, on voit ce qui peut se passer derrière, hein, parce que et plus elle perdure, plus les choses, disons, s'agrègent, et plus elles s'agrègent, moins je vois la réponse, disons, satisfaisante, où chacun arriverait à retrouver ses petits. Hein. Dans l'autre sens, on a de plus en plus d'informations aussi, parce que, évidemment, on s'interroge, et puis on arrive à savoir des choses par les réseaux sociaux, etc. Alors plus ça dure, plus ça aussi joue pour nous. Parce qu'il y a des choses qui sont lamentables, où le président de Renault et tout ça, non mais c'est de la folie ça. Alors contre ça révolte les gens aussi. Hein. Ça c'est net. Alors plus ça dure, plus ça nous sert aussi, nous. Ça lui sert à lui et ça nous sert, c'est dans les deux sens. On ne peut pas le servir parce que j'ai vu qu'il était de nouveau... C'est dans les deux sens. Le président de Renault, je pense que la plupart des gens s'en contre-foot, quoi. Il faut que ça se passe au Japon. Vous m'auriez dit le président d'Airbus qui va toucher 40 millions. Ça, je pense que là... Oui, mais je parle qu'il avait tellement de sous qu'il n'avait encore pas assez pour placer ça dans les... c'est pas normal. À côté des ouvriers de Renault... Ça, plus vous en avez, plus vous en voulez. Non, mais à côté des ouvriers de Renault, combien que ça fait 400 fois, combien? D'accord. Et c'est pas normal, c'est ça qu'il faut rabattre. 20 fois, pas 400 fois. Là, c'est pas normal. On va pas défendre Carlos Ghosn, quoi. Franchement. Non, je suis d'accord avec vous. En plus qu'on sait que c'est un tueur et un voleur, un escroc. Mais manque de peau, ça retombe dans les jaunes et ça leur fait réfléchir encore de ce côté-là. Je dirais peut-être que les Japonais ont été meilleurs que nous, mais il y a une certaine justice parce que là, je pense que là, de nouveau, il a été réincarcéré. Hein. À partir du moment où il a dit qu'il voulait faire une conférence de presse, tout d'un coup, mais attendez, il y a quand même on a trouvé un motif pour le remettre en tôle. Les Japonais, c'est l'excès, et en France, c'est l'autre excès. Parce qu'un laxisme vis-à-vis des gens d'argent et tout ça, c'est... Voilà, jamais condamné ou condamné à des amendes qui servent à rien parce que vis-à-vis des sous qu'ils ont, ça ne les gêne pas de payer, je sais pas moi, je dirais 200 000. On ne raisonne pas sur les mêmes échelles de valeur, ça c'est sûr. C'est vrai qu'en même temps, ce qui se passe avec Carlos Ghosn, même si de fait c'est loin et qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui est presque intouchable, en tout cas pour le commun des mortels, quelque part, ça illustre bien le fait que, dans une certaine... Parce que ça doit leur... Je pense que ça doit leur servir à quelque chose, aux Japonais, mais ils peuvent intervenir sur un puissant. Or, nous, on n'intervient jamais sur un puissant. En France, ça ne se passe jamais. Même un monsieur comme Cahuzac fait un truc complètement délirant, quand même. Moi, je trouve que c'est complètement délirant. Oui. Et à la sortie, on a l'impression que, par rapport au clampin moyen, il passe à travers les gouttes, quoi. Voilà. Donc il y a quelque chose là qui est pas normal. Mais après, moi, il y a des choses que, je vais dire, un dirigeant, alors il y a des choses qui me perturbent, disons, dans le fonctionnement, disons, dans les parachutes dorés, dans tous les systèmes, disons, de rémunération. C'est que un dirigeant qui réussit à sauver une boîte, à redonner du boulot, il mérite quelque chose. Par contre, je suis assez contre le dirigeant qui plante sa boîte et qui se dit oui, mais moi, je peux partir avec je ne sais pas combien de centaines de milliers d'euros.
Et ça me gêne. Bon. Il y a quand même quelque chose de paradoxal dans ce dialogue qu'on a là. Ouais. Cahuzac, il a été jugé. Donc les lois ont été appliquées, il y a eu un jury qui... Voilà, bon. Ghosn, on parle d'un type qui a été arrêté, très médiatiquement et tout ça, qui est en prison, mais pour l'instant, il n'a pas été jugé. Et qu'il soit jugé, il sera peut-être jugé, je ne sais pas, en France, au Japon, j'en sais rien. Et si à la sortie, il a 6 mois de prison avec sursis. Tout ce battage médiatique, tout ce truc qu'on a fait, je veux dire, c'est comme pour d'autres. On va s'apercevoir qu'en fait, peut-être que ce qu'on lui reprochait, c'est faux. Peut-être que c'est en fait une manœuvre du gouvernement japonais par rapport à Nissan, Renault et tout ça. Voilà. Bon. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Moi, je veux bien qu'on compare deux choses, mais qui soient identiques. C'est-à-dire deux personnes qui ont été jugées. Mais c'est sur le principe que moi, ça m'interpelle. C'est-à-dire qu'on a l'impression, peut-être que ça ne se passera pas, mais qu'en tout cas, au Japon, à un moment donné, quand ça déborde, la personne, quelle que soit sa puissance, se fait arrêter. Chez nous, ça ne se passe jamais. Et quand on prend l'exemple de Cahuzac, justement, il a été jugé, mais ce qu'il a, c'est peanut. Hein. Il a pratiquement pas été en tôle. Hein. Voilà, depuis le départ. Il est passé complètement à travers les gouttes. Alors que c'est quand même un gars qui se retrouve ministre, qui explique que c'est pas possible. Les yeux dans les yeux. C'est insensé, quoi. Oui, mais Cahuzac, c'est pas non plus l'exemple d'une corporation, d'une profession, que ce soit les médecins ou les députés, quoi. Oui, c'est la brebis galeuse dans les deux cas. Hein. Quand souvent on regarde les événements un peu avec du recul aussi, c'est pas à la même échelle. Hein, bon, l'autre jour, on a vu Fillon et ses costumes. Vous en souvenez? Bon, l'autre jour, bing, Lang et ses costumes. L'affaire des costumes de Lang ressort. J'ai trouvé qu'il avait été, je dirais, lui ou son porte-parole, ou je sais pas trop qui, celui qui l'a défendu, super fort le type. Parce qu'il n'a pas dit, comme l'avait dit Fillon, en laissant, en disant non, mais c'est pas vrai, machin, jusqu'au moment où, petit à petit, je dirais, les gens arrivent au fond de l'entonnoir, puis quand on est au fond, il faut bien sortir quelque part, et l'issue est pas large. Là, le gars a dit, mais attendez, oui, il a toujours aimé les trucs, c'est un ambassadeur de la culture, la grande couture, c'est de la culture française, donc on lui file des costumes, il les porte, gratis, et il a toujours eu des costumes gratuits. Bon, je me dis, merde, Et le resto aussi. Non, mais ouais, mais bon... Non, parce que moi, je suis natif de Blois, et on l'a eu comme maire, Blois. Les Blésois, il ne va plus le voir non plus. Hein. Vous l'avez bien nourri. Il allait au restaurant, et ça c'est l'anecdote, il allait au restaurant, et puis je ne sais pas si c'était des futurs électeurs ou des amis ou quoi, ça je n'ai pas su exactement, mais il mange et tout ça, et puis il s'en va. Et le restaurateur le rappelle. Il dit, mais Jacques Lang, vous n'avez pas payé la note? Vous ne savez pas qu'on ne fait pas payer la note aux députés? Bon, alors... le restaurant a reçu quelqu'un de la mairie, parce qu'il était maire en même temps. Vous avez osé faire payer Jacques Lang. Il a continué à Paris. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Paris... Vous avez raison. Notre secrétaire général, il est du Nord. Et Jacques Lang, il a l'anecdote parce qu'il l'a vécu. Donc, il avait été reçu par le maire, qui était député, truc machin. Et Jacques Lang va manger au restaurant, un restaurant étoilé. Hein. Enfin, c'est la même histoire en fait. Il va avec tout son staff, et au moment de partir, quand le restaurateur présente la note, il y a son secrétaire qui dit, vous vous rendez compte, c'est monsieur Jacques Lang, vous vous rendez compte de l'honneur qu'il vous fait de venir manger chez vous? Vous pouvez quand même pas le faire payer. Et il est parti sans payer. Voilà, c'est son évidence. Voilà, mais c'est un état d'esprit en même temps. De Gaulle, il payait son électricité et son eau à l'Élysée. Donc voilà. Quels sont les restaurants qui l'inviteraient? Il avait une annonce. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a 5 minutes, sur le fait qu'à un moment donné, peut-être quelqu'un très compétent va être capable de redresser une entreprise qui part à volo. Bon. Il va le faire aussi avec des financements d'État, c'est-à-dire que très souvent, il va y avoir une aide de l'État pour aider l'entreprise à monter. Très souvent, ce que l'on voit, c'est quand même un scénario qui s'est passé je ne sais pas combien de fois sous nos yeux depuis 20 ans. C'est que petit à petit, l'entreprise en question va repartir dans le rouge à un moment. Et donc, tout l'argent de l'État ne sera jamais rendu, par contre. Voilà. C'est cet argent qui va avoir aidé l'entrepreneur à remettre à flot l'entreprise, qui va donc avoir servi à
à payer des emplois, en fait, la pérennisation d'emplois. Et à un moment donné, ils revendent la boîte, ils cassent tout, ils partent avec le bijou de la famille, quoi, pour faire clair, et ils rendent rien du tout. On n'arrive jamais. On a l'impression qu'on est impuissant pour leur demander des comptes. Non, mais il y a des schémas. Il y a des schémas qui sont, qui valorisent. Moi, vous prenez. C'était l'adjoint de Ghosn, là, le gars, Tavares, qui a repris Citroën. Bon, ils sont remontés Citroën et DS en flèche. Bon, vous avez vu les primes qu'ils ont. Enfin, ils ont filé des trucs très substantiels, disons, parce qu'ils ont eu des résultats. Je me dis, le gars, il était bon, quoi. Et un gars bon qui mérite quelque chose, c'est pas normal. Après, effectivement, il y a des schémas, de la même personne qui peut peut-être gagner la même chose, mais qui plante une entreprise, dit, c'est quand même pas normal, quoi, que je dirais, parce que là, il crée pas, il aide pas, il détruit de l'emploi. Donc, il y a un moment donné, on peut pas valoriser quelqu'un qui détruit de l'emploi. Et l'autre cas de figure, c'est celui que vous évoquez, où effectivement on arrive, on a une subvention, on redémarre un truc, quand on a trouvé une valeur marchande suffisante, on liquide ou on va ailleurs et puis terminé, quoi. Ça aussi, c'est pas des choses et les sur banques lesquelles... qui ont reçu pour se remonter aussi, et qui ne rendront jamais l'argent qu'ils ont reçu justement de l'État. Ah oui, parce que c'est exactement pareil. Et là, les aides qu'il y a eu pour ces banques, mais elles l'ont remboursé. Non. Tiens. Non. Moi, je vous garantis que oui. Je ne crois pas. Écoutez, moi, je m'en renseigne mieux pour la prochaine fois. Allez, je ne crois pas. Moi aussi, je crois pas. Non, mais... Et juste pour finir, sur ce que disait... Ils l'ont remboursé avec des taux d'intérêt non neutres. Pour finir sur ce que disait Jean-Claude, que quelqu'un, à un moment donné, touche 20 fois le salaire des gens qui sont dans son entreprise, moi je suis pas d'accord, mais voilà, je peux l'entendre. Mais que quelqu'un gagne 1000 fois, 2000 fois le salaire c'est insensé. Et quand on lit aussi, je dirais n'importe quelle presse, on se dit, on va... Un chef d'entreprise, qui a une responsabilité, après, qu'il exerce bien ou mal, mais qui a une responsabilité quelque part, fonction de la nature de l'entreprise sur des salariés, sur un outil de production, etc. On le met dans le collimateur. Prenez les footballeurs qui touchent 400 000 euros par semaine, ça pose aucun problème. Personne se dit, mais attends, on dit, mais attendez, si je peux avoir un maillot, moi j'achète ça. J'ai pas entendu personne dire Mbappé, machin, truc, qui touche... Ah ouais, parce que moi j'ai le sentiment, je suis un peu comme Jean-Yves, de dire... 400 SMIC par semaine... Et les gars, ils se battent parce que, qu'est-ce que déconne Adidas ou machin, ils n'arrivent pas à fournir des maillots. Je pense que 80 balles de maillot. Quelque part dans le système, mettre comme ça en valeur ces situations-là de gens qui sont footballeurs ou autre chose, et qui se retrouvent mis comme ça avec des salaires extraordinaires, ça permet d'être un bon alibi pour plein de choses. Ça fait passer la dragée pour plein de choses. Et moi, ça me dérange fortement. C'est vrai que je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que quelqu'un, parce qu'il sait bien jouer au foot, va gagner 500 fois le... Non. Mais c'est uniquement de l'économie, quoi. Tu vas payer 400 fois une somme faramineuse à un type, parce que tu sais que la somme qu'il va te rapporter, elle sera encore plus faramineuse. Donc c'est qu'un investissement. Voilà. Non, mais je sais bien, mais c'est ça qui marche pas. Les produits dérivés... C'est les produits dérivés. S'il apporte une plus-value financière, c'est pas une règle absolue quand même. Voilà. On ne met plus en avant vos qualités de travail, on met en avant ce que vous allez pouvoir mais je veux dire, moi, ce qui me choque le plus, ce que je trouve le plus extraordinaire, c'est que les gens qui payent ce type-là, une partie, les gens qui vont au stade, la plupart du temps, c'est pas les bourgeois ou les trucs comme ça, c'est des gens de conditions souvent modestes, mais qui payent pour leur place pour aller au stade, et qui quelque part contribuent au salaire du type qui est sur la pelouse, et qui joue au ballon, quoi, finalement, et qui gagnent en une soirée ce qu'ils gagneront jamais dans leur vie, sur 4 ou 5 générations. Et pourtant, c'est eux, quelque part, qui entretiennent le système aussi. Donc cette absurdité, elle existe quand même. On est sur du pain et des jeux. Exactement. Donc, on n'a rien inventé. Enfin bon, voilà. Merci beaucoup. Non, mais c'est un débat, je dirais, à livre ouvert. On échange, et c'est pas des postures, je dirais, d'élus, c'est un échange de citoyens, là. Oui. Qu'est-ce qui ferait que vous arrêtiez
quand je dis vous, c'est pas vous tous les trois, hein, c'est globalement, que les choses rentrent dans l'ordre et que... Vous savez, aujourd'hui, on en est à 4 mois et demi avec une exacerbation qui est quand même terrible. Et je pense qu'il faudra bien plus que ce qu'il aurait fallu au 17 novembre. Et ça, c'est une réalité. Non, mais justement, elle est où la limite dans laquelle vous direz, bon, ok, on a obtenu ce qu'on veut, et globalement... Hein, en toute honnêteté, moi, je pense qu'à l'heure actuelle, où on en est rendu avec les retours qu'on a eus, les réponses, le dédain de notre président, je pense que déjà, lui, il doit partir. Bon. Parce qu'il est plus crédible aux yeux de beaucoup plus de gens qu'on peut le croire. Les Gilets jaunes, mais aussi plein d'autres citoyens lambda qui ne sont pas forcément Gilets jaunes, mais qui voient sa façon de fonctionner et pour qui ça ne convient pas, même s'ils ne vont pas aller le dénoncer dans la rue ou quoi. Je pense qu'aujourd'hui, on en a rendu un point où... Moi, de toute façon, il ne démissionnera pas. Donc à partir de là, c'est quoi la limite en dessous, quoi? Lui, c'est les sous, c'est le représentant de la banque, et puis moi, je le vois que comme ça. Hein. Non, mais je crois sérieusement que... Et quand on a dépassé un peu ce cliché, qu'est-ce qui fait que... Voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse de savoir. Le problème, c'est qu'il y a quand même plein de revendications on a l'impression qu'ils font comme s'ils ne savaient pas qu'on a ces revendications-là. Ils ne sont pas possibles. Une revendication toute simple, monsieur. C'est quoi le pourcentage des travailleurs qui bossent avec le SMIC aujourd'hui? Mathématiquement, vous prenez un SMIC, la base de la vie, elle ne rentre plus dans ce SMIC. Elle ne rentre plus. Vous nourrir, vous loger, vous chauffer, payer votre eau, l'électricité dans un SMIC. Ça ne rentre plus. Ça ne rentre pas. Vous pouvez tordre la chose dans tous les sens. Ça ne rentre pas. Je suis d'accord avec vous que effectivement le SMIC c'est assez bas et qu'en plus quelqu'un qui travaille et qui n'arrive pas à payer ses besoins vitaux, on va dire, c'est et augmenter le SMIC, ça favorise la consommation. Quand je suis arrivée en Ardèche, j'avais un poste de responsable régional là-haut. Je gagnais bien ma vie. Quand je suis arrivée en Ardèche, j'ai décidé de revoir... Mais vous n'aviez pas le soleil. Comment? Mais j'avais pas de soleil. J'ai décidé de revoir ma façon de voir le travail, parce que je gagnais bien ma vie, mais j'ai perdu les premières années de ma fille à travailler comme une damnée. Donc je suis partie sur d'autres boulots et je me suis retrouvée sur le marché du travail. Quand j'ai réouvert pour la première fois la page Pôle emploi pour regarder les emplois, j'ai été horrifiée du nombre de boulots qu'on vous propose au SMIC avec des études. Aujourd'hui, mais le pourcentage de boulots qu'on vous propose au SMIC et en vous demandant des bacs plus 3, des bacs plus... Alors qu'avec un SMIC, aujourd'hui, on ne vit plus. Et ça, c'est une réalité. Mathématiquement, ça rentre plus. Alors déjà, rien que ça. Rien que ça. Mais il y a plein de gens qui sont gilets jaunes qui ne gagnent pas le SMIC, et loin s'en faut. C'est-à-dire que, en plus, déjà avec le SMIC, pour arriver à s'en sortir, c'est la croix à la bannière. Mais il y a plein de gens qui sont très loin de ça. En dessous de 1500 aujourd'hui, vous tordez le ventre. Et pour revenir sur 68, puisque vous en avez parlé à un moment, il a été obtenu beaucoup de choses, ont été obtenues beaucoup de choses au moment de 68. C'est-à-dire que pour que les choses... Mais il y a une réponse presque immédiate avec beaucoup de choses qui ont été accordées. Or là, ce qui a été accordé, c'est une prime de 400 € pour une année, quoi. Et puis, baisser, ne pas mettre la taxe qui avait déjà été commencée à être mise, puisque la taxe a commencé à être mise. Hein. Il y a le processus. Un premier volant de la taxe qui a été mis avant novembre, ou fin novembre. Et après, donc, il y a eu le deuxième volet qui n'a pas été mis, mais il sera remis plus tard. Hein. Moi, je ne me fais pas d'illusions. Et puis, bon, on voit qu'il va y avoir l'augmentation de l'électricité, etc. Même s'il y a des gens qui disent que c'est pas tout à fait... Vous savez, le nombre de personnes qui ont perdu au mois de janvier leurs APL